Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des rêves différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ismaël Boudjekada, élu de Grand Charmont, collaborateur de Monsieur le maire de Stains, essayiste, écrivain, chroniqueur radio. Tout un programme avec ce cher Ismaël. Bonjour. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Mais merci à vous d'être dans cette émission Interview. Alors, avant de rentrer dans... J'ai lu votre parcours qui est très riche, hein, beaucoup de choses dans le domaine de la politique, dans le domaine aussi, vous êtes écrivain, hein, 4 livres à votre actif, donc on va en parler. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à parler de politique, à être dans ce domaine-là? Surtout que j'ai commencé, si vous voulez, très jeune. C'est-à-dire que mon premier bouquin, je l'ai sorti, j'avais 14 ans. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on venait nous chercher, vous savez, à la sortie des collèges, des lycées, pour nous demander de manifester, on ne savait même pas pourquoi. Et par curiosité, puisque je suis de nature très curieux, je pense que mon parcours le prouve, je me suis renseigné sur qui était derrière ces mobilisations. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des syndicats, qu'il y a des partis politiques, et finalement, à cet âge-là, on n'y connaît rien. Et je me suis posé la question, où sont les jeunes ? Et je me suis rendu compte que les jeunes, on les utilise soit pour baisser la moyenne d'âge des différentes listes, soit pour distribuer des flyers, soit pour grossir les rangs. Mais au final, est-ce qu'on nous écoute vraiment? Est-ce qu'on nous considère vraiment? À mon sens, les partis traditionnels aujourd'hui ne le font pas. Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, en tous les cas, pas du tout. Et en rentrant chez moi, après les cours, j'écrivais un petit peu un bouquin. Enfin, c'était quelque part le regard d'un jeune sur ces partis politiques. Et j'expliquais aux gens que même si moi, je ne me reconnaissais dans aucun mouvement, j'estimais qu'il était nécessaire d'essayer de trouver une source de motivation pour s'engager. Donc, motivation, challenge, plus aussi. Un challenge. Hein. Aussi. En fait, vous vous êtes dit, moi je suis jeune, mais moi j'ai envie qu'on entende ma voix. J'ai pas envie d'être juste à distribuer des flyers, je veux être candidat. Il y a eu de ça, puisque j'ai été candidat à plusieurs élections. Mais franchement, à cet âge-là, j'y pensais même pas. C'est-à-dire que j'écrivais un petit peu timidement, puis à la fin, quand je termine ce bouquin, je me dis, mais c'est bête de le laisser dans l'ordinateur. Donc sans en parler à personne, même pas à mes parents pour vous dire, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, et j'ai eu la bonne surprise de recevoir 2 contrats. Et donc du coup, ça s'est fait, puis de fil en aiguille avec la médiatisation, etc. Les gens autour de moi et sur les réseaux me disaient, mais lance-toi, monte quelque chose. Bien sûr. Et j'ai attendu ma majorité patiemment pour me présenter. Et oui, exactement. Donc à 18 ans, vous êtes l'un des plus jeunes candidats de France aux élections municipales pour la mairie de Besançon. Exactement. Une ville qui plus est de plus de 100 000 habitants. Donc c'était un gros challenge. Je savais pertinemment que jamais je n'allais obtenir le mandat. Clairement, il fallait être réaliste. Et j'étais loin d'être naïf sur ce point-là en tous les cas. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas connu ou parce que pour votre âge? Bon, déjà l'âge, forcément, on sait très bien que c'est un frein. Mais franchement, je ne pensais pas tout de suite à ça. C'est la question des moyens qui se pose tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai fait campagne en contractant un petit crédit qui m'a permis de financer simplement les affiches et les bulletins de vote. Pour dire, même les circulaires, je n'ai pas pu les financer. Beaucoup d'électeurs. Et on sait pertinemment que dans le milieu politique, aujourd'hui, c'est la communication, la visibilité qui fait que tu as une chance ou pas. Puis au final, j'avais absolument pas les moyens pour concurrencer les partis traditionnels à Besançon. Qu'est-ce qui ressort de cette élection? Les points positifs et les points négatifs. Ce qui ressort de cette élection, c'était une campagne quand même relativement mouvementée, puisque, alors même que je ne représentais aucun danger, il faut être réaliste, les coups bas se sont multipliés, puisque j'avais pas ma langue dans ma poche. Et à l'époque, le maire socialiste de la commune avait fait un petit débat avec moi sur une petite chaîne locale. Ça s'était relativement mal passé pour lui. Et donc, du coup, il a fait en sorte que je sois évincé du plus gros plateau de la campagne. Et donc, j'ai fait une grève de la faim devant la mairie pendant plus de 30 jours pour dénoncer justement Ça, c'était à 18 ans? C'était à 18 ans. D'accord. Il y a une autre grève de la faim après, hein? J'en ai fait 2. Oui, justement. On y vient après. Mais non, l'idée, c'est justement, j'ai fait 30 jours de grève de la faim. J'ai planté ma tente devant la mairie. Et j'avais mis une petite sono où je diffusais des sons du style « Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule » et ainsi de suite. Donc des sons très engagés. Mais non, l'idée, c'était vraiment de prendre aussi mes responsabilités en tant que jeune. J'avais une équipe derrière moi de 54 personnes quand même. Ma liste allait jusque plus de 60 ans. Donc on a différentes générations qui se sont mis derrière moi et qui m'ont fait confiance. Qui vous ont soutenu. Exactement. Et comment s'est finie cette grève de la faim là, de 30 jours?
Alors, j'ai pas perdu un os, mais presque. Ouais. C'était très compliqué. Non, puis après, plus sérieusement, c'est vrai que ça a été très compliqué derrière, d'un point de vue santé. Hein. Oui, c'était dur de reprendre un rythme normal, de manger correctement aussi par la suite. Mais on s'y fait. Je suis encore là aujourd'hui, donc. C'est votre manière justement de vous faire entendre. Parce que parfois, surtout quand on est jeune, mais même jeune ou moins jeune, on a l'impression des fois, on a un discours, on a des valeurs, mais qu'on ne nous écoute pas. Mais il y a de ça, clairement. En fait, ce que les gens ne savent pas, parce que moi, très souvent, on m'a reproché mes différents coups médiatiques. Ouais. Parce que j'en ai fait quelques-uns, c'est vrai. Ouais, on vous dit même, vous recherchez le buzz, des choses comme ça. Concrètement, il y a une part de vrai, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent une chose. Demandez à un panel de citoyens combien il y a de partis politiques en France. Ils vont dire, je ne sais pas, 5, 10 peut-être. Il y en a plus de 400. Ouais, donc la réalité, c'est qu'en fait, quand on est un indépendant qui n'a pas de structure derrière lui, si on veut se faire entendre, ben malheureusement, et je dis bien malheureusement, il faut taper du poing sur la table, il faut faire du buzz. Mais en tous les cas, tous les coups médiatiques, tous les coups de buzz que j'ai faits, il y avait systématiquement derrière un vrai message. C'était pas le buzz pour le buzz. Oui, bien sûr. Oui, je me permets le petit clin d'œil. Si on cherche le buzz pour le buzz, on se rend compte aujourd'hui, en 2022, qu'il suffit d'aller twerker dans une église. Ouais. Moi, concrètement, j'essaye quand même d'y mettre une certaine forme et de porter des combats que je juge légitimes et justes. Non, c'est sûr. En plus, vous mettez votre vie en jeu quand même. Le fait de faire une... pas manger, pas boire non plus, non, quand même pas, parce que pas boire, on meurt. Hein. Ouais, on ne tient pas plus de 5 jours. Je m'étais renseigné. Hein. Non, franchement, n'essayez pas, ça aurait été très compliqué. C'est difficile. Je crois même des fois, c'est 3 jours, hein, même pas 5 jours. Après, ça dépend de chaque personne, mais il faut éviter ça. Alors, on parle justement de cette grève de la faim, et là, on passe à 21 ans. À 21 ans, autre grève de la faim. Mais là, vous êtes parti sur une grue à Saint-Tropez. Exactement. Alors, parlez-nous justement de cette action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je décide de me lancer dans un pari fou à l'époque qui consiste à dire que je pars à la recherche des 500 parrainages pour être le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Pas avec l'ambition d'être président de la République. Franchement, je laisse ce poste avec tous les problèmes qui vont avec à ceux que ça intéresse. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et pareil, l'idée, c'était vraiment de participer au débat, qu'on entende le projet que j'ai monté avec une équipe. Et puis, malheureusement, j'apprends que je suis frappé d'inéligibilité sans avoir été prévenu par le Conseil constitutionnel. Donc c'est M. Fabius à l'époque qui le présidait. Et concrètement, on me reproche de ne pas avoir donné un document sur un dossier extrêmement épais. Sauf que problème, mon compte de campagne, puisque c'est un document manquant dans le compte de campagne, ce compte de campagne n'a jamais été ouvert. Il est resté scellé. L'erreur administrative a été reconnue. Et on m'explique, Monsieur Boudjekada, la sanction, vous allez quand même devoir l'assumer, parce qu'on ne peut pas faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf pour le motif suivant, ajout de pièces matérielles complémentaires. Mais puisque le dossier est complet, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Et donc j'ai appelé au départ, histoire d'être soft, j'ai appelé les médias, je leur ai demandé justement de venir couvrir cette véritable injustice. Ils ne sont pas venus. Silence radio. Ouais, ils ne sont pas venus. Et là, il faut que je monte sur une grue, que je mobilise énormément de forces de l'ordre. Pour qu'au final, la presse accourt. Et ils osent me demander derrière, mais vous ne trouvez pas que c'est too much, vous auriez pu quand même simplement nous contacter. Sauf que ça avait été fait. Et donc on en revient systématiquement à cette problématique de comment on se fait entendre quand on est indépendant et qu'on a quand même une certaine légitimité. Quand je dis certaine légitimité, j'ai représenté la France à Ludwigsburg en Allemagne pour l'administration de Nicolas Sarkozy et ensuite pour François Hollande. Mon premier bouquin a été mis dans la bibliothèque privée de l'Institut franco-allemand. Et donc, j'ai un petit parcours. Il n'est pas exceptionnel, mais quand même, vous avez un grand parcours quand même. Parce que ça mérite quand même qu'on m'écoute. Bien sûr. Et aujourd'hui, on vous écoute ou pas? Aujourd'hui, un peu plus, puisqu'il y a aussi tout ce qui est coup médiatique. Je ne vous cache pas que j'ai mis tout ça de côté. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une certaine forme. Et puis aujourd'hui, ce qui, je l'espère, parle pour moi, c'est aussi les différentes, mon parcours professionnel. C'est-à-dire que j'ai travaillé au sein notamment de la plus influente des institutions de l'Union européenne, la Commission, où j'étais chargé justement d'embaucher des experts sur 49 thématiques différentes. Et c'est des experts qui ensuite conseillent les différents gouvernements sur les grosses réformes. Et ensuite, je suis parti dans une autre direction générale qui s'occupait des questions énergétiques. Et donc voilà, ça donne aussi une certaine légitimité, le fait que j'ai été aussi collaborateur d'élus et aujourd'hui je le suis encore.
Oui, justement, parlez-nous de cette expérience-là. Avec le maire de Stains, c'est ça? Avec le maire de Stains. Moi, j'ai un principe, c'est-à-dire que, je vais le dire de manière très cash, hein, jamais je ne baisserai mon pantalon pour un poste. Je ne pourrai jamais travailler aux côtés d'un élu dont je ne partage pas les valeurs et les combats. Parce qu'il y en a qui pourront se complaire dans l'idée de toucher leur salaire et puis derrière, oui, on bien s'en sûr, fout des bien valeurs. sûr, Hein. bien sûr. Moi, ça, c'est strictement hors de question. Et même des fois, je m'embrouillais un petit peu, ne serait-ce qu'avec mes parents, qui me disaient « Mais non, Ismaël, cette proposition, c'est une très bonne offre, pense à ton portefeuille. Non. Moi, à un moment donné... Vous voulez être clair avec vous-même et ne pas être dans l'hypocrisie. Je me suis engagé en politique parce que justement, je dénonce ces méthodes d'un autre temps qui aujourd'hui malheureusement perdurent. Et donc, si moi-même, je commence à ce niveau-là qui plus est à quelque part imiter leur comportement totalement tordu, mais il fallait rester tranquille dans mon canapé et pas m'engager. Donc j'essaye vraiment de garder cette ligne de conduite et Dieu merci, je suis entouré d'une équipe sur laquelle je peux compter parce que c'est vrai qu'on me voit beaucoup moi, mais derrière il y a aussi beaucoup de gens. Et l'idée c'est que, voilà, tout simplement j'essaye de porter une autre vision de la politique. Et ça m'est extrêmement important. Et je fais juste une petite précision puisque je suis le seul à le faire en France. Dans chacune des campagnes, enfin des élections où je me suis lancé, je prenais toutes mes propositions et je disais à telle date maximum, telle proposition doit être mise en place. Et j'allais devant un juge, attestation sur l'honneur, ce qui fait que mon programme m'engageait juridiquement. N'importe qui pouvait me poursuivre si si je mentais. Bien sûr. Et parce que pour moi, un programme doit avoir aujourd'hui valeur de contrat de travail quand on se rend compte que les gens n'ont plus aucune confiance en leurs responsables politiques et en les différents candidats de manière générale. Et moi, j'essaye vraiment de faire de la politique autrement et ça me tient véritablement à cœur. Il n'y a pas eu une polémique sur justement le maire de Stains? Récemment? Oui, non, pas récemment, dans les médias. Oui, enfin, récemment, il a effectivement eu une intervention sur un plateau, concurrent. Ouais, c'est ça. Oui, il a été attaqué, c'est ce que je voulais dire. Oui, il a été attaqué pour ses valeurs. Encore une fois, on attaque les personnes qui ont des valeurs. En fait, derrière lui, il avait un drapeau enroulé et certains ont compris que c'était le drapeau palestinien. Et le présentateur a la bonne idée de lui dire « Mais est-ce qu'il y a le drapeau israélien ?» En fait, c'est une hypocrisie sans nom. Aujourd'hui, on a besoin d'élus comme ce maire, sincèrement, qui s'en prend plein la gueule, clairement au quotidien. Oui, justement, oui. Et là, l'idée, c'est que, est-ce qu'on a demandé à M. Estrosi, quand il a mis le drapeau israélien sur la façade de sa mairie, s'il avait le drapeau palestinien? Jamais. Donc, en fait, c'est une hypocrisie sans nom. Et aujourd'hui, si on défend notamment la question palestinienne, et il y en a bien d'autres, notamment les Ouïghours aussi en Chine, eh bien... en Chine. Si, les Ouïghours sont en Chine, qui doute. Les Ouïghours, oui. Mais effectivement, ou encore les Rohingyas en Birmanie, systématiquement, ce sont des combats sur lesquels on va être attaqué. Et donc, c'est vrai que par exemple, là, sur la question palestinienne, moi, quand je vois la violence des réactions, quand on ose défendre le peuple palestinien, mais ça me scandalise au plus haut point. Malheureusement, ça c'est un autre débat sur tout ce qui est la question palestinienne et on aimerait, bon c'est vrai que ici on œuvre beaucoup pour tout ce qui est le vivre ensemble, le dialogue interreligieux et ça ici sur RTV, c'est quelque chose de très important. Ce sont des valeurs qu'on essaie de mettre vraiment en avant, d'essayer de trouver des liens qui nous unit et pas nous désunit. Parce qu'à un moment donné, on voit les catastrophes des guerres, ce qu'on voit aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine, c'est catastrophique. Tout ce qu'on vit justement dans le monde, il est temps, moi je disais toujours, il est temps d'humaniser la politique et d'éradiquer tout ce qui est discrimination, tout ce qui est ces problèmes-là où on va opprimer. Non, et puis clairement, aujourd'hui, moi, enfin, je le dis sans aucune ambiguïté, c'est vrai que ça porte préjudice de le dire de cette manière-là, mais malheureusement, on nous vend un certain modèle de société, une certaine liberté d'expression, mais force est de constater que sur des sujets qui mobilisent beaucoup l'opinion publique, on nous impose quelque part cette dictature de la pensée unique. C'est-à-dire que moi, par exemple, vous citiez à l'instant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et c'est plus qu'un conflit, c'est une guerre. Bien sûr. Force est de constater qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est présenté comme le diable en personne. Factuellement parlant, il faut aussi reconnaître, et d'ailleurs le pape lui-même l'a fait,
la responsabilité, mais historique, à la fois de l'OTAN, les conséquences aussi de l'impérialisme américain, qui posent aujourd'hui véritablement question. C'est-à-dire que les accords de Minsk ont été, je ne vais pas refaire l'historique, mais les accords de Minsk ont été violés. L'OTAN a franchi la ligne que Vladimir Poutine, sur bien des années, plus d'une décennie, avait clairement identifiée. Et donc c'est une provocation. Bien évidemment, je déplore le fait que M. Poutine décide d'envahir l'Ukraine et puis de se lancer dans ces opérations-là. Mais factuellement, il faut arrêter de nous faire passer les Ukrainiens comme étant quelque part... Enfin, quand je dis les Ukrainiens, je parle vraiment du gouvernement. Les peuples, bien évidemment, ne peuvent être que compatissants, que ce soit pour le peuple russe ou pour le peuple ukrainien. Mais factuellement... moi, j'ai par exemple le maire de ma commune, mon opposant, qui a été jusqu'à comparer Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Il faut quand même rappeler que ceux, et je terminerai là-dessus, ceux qui aujourd'hui sont le plus mis en avant dans le conflit ukrainien, côté Ukraine justement, c'est le groupuscule Azov, qui est un groupuscule néo-nazi. Et moi, quand je vois qu'un 8 mai 2022, alors même qu'on est en train de célébrer la chute du nazisme, on laisse la parole en direct sur des chaînes de grande écoute aux représentants de ce groupuscule néo-nazi. C'est un scandale sans nom et c'est même une insulte pour toutes celles et ceux qui ont été conduits, par exemple, dans des chambres à gaz. Exactement. Bah là, on voit que vous êtes bien engagé dans tous ces combats. Il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie et surtout avoir... les reins solides pour pouvoir s'engager comme vous le faites à votre âge, 27 ans, c'est ça? C'est ça. 27 ans, très engagé et ne pas avoir peur justement des mots, de dire les choses, vous dites tout haut, ce que beaucoup ne disent pas. Et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et toujours garder, garder l'essentiel qui et d'aller dans le même sens, c'est-à-dire un sens d'humanité, un sens de valeur, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de perte de valeur et il faut rétablir ces valeurs et faire en sorte que liberté, égalité, fraternité soient réellement ancrées dans la politique, mais aussi chez les citoyens. Je pense que ça, c'est important. Un dernier mot, ça passe tellement vite, c'est la fin de l'émission. Un dernier mot, justement, pour ceux qui nous regardent. Alors, un dernier mot, ça va être une espèce de cri d'alerte. Aujourd'hui, on se rend compte que sur bien des chaînes, notamment sur des émissions de divertissement qui ont pignon sur rue, on fait ce que j'ai appelé la promotion de la médiocrité. On est là systématiquement en train de mettre en avant des profils qui, concrètement, sont juste déplorables. Je vous parlais du gamin qui toile dans une église, d'un délinquant qui est rentré par effraction dans le Stade de France et qui a insulté notre pays. Et c'est ça qu'on met en avant dans ces chaînes de grande écoute. Et moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. Arrêtez de donner aujourd'hui du crédit à ces gens-là. Arrêtez de donner du crédit à ces personnes qui concrètement abrutissent des générations. Et je vous assure que là, on en voit déjà les prémices. Mais d'ici quelques années, quelques décennies peut-être, les conséquences seront dramatiques. Quand je vois que, par exemple, on en vient à mettre en avant comme cadeau de Noël des kits d'influenceuses avec le smartphone, le make-up et compagnie, mais qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants concrètement? Donc responsabilisez-vous, faites en sorte de ne pas laisser vos gamins devant des écrans ou si vous n'en avez pas encore, faites aussi vous en sorte d'arrêter de gonfler les chiffres d'audience de ces émissions et concrètement, engagez-vous. Quel que soit le mouvement, que ce soit avec ou sans mouvement, quelle que soit cette source de motivation que vous pourrez forcément trouver, il faut y aller. Et on a tous une raison de s'engager, parce qu'il faut bien comprendre une chose, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a un adage qui dit, pour qu'un gouvernant puisse diriger dans le but de satisfaire ses propres intérêts, il faut qu'il donne deux choses à son peuple. Un travail lui permettant de survivre, et des loisirs. Quand on remet ça sauce 2022, vous rentrez de votre journée, excusez-moi du terme, c'est très cash, de votre journée de merde, dans un boulot où vous n'êtes même pas épanoui, parce qu'il faut bien aller chercher un salaire pour mettre à manger sur la table. Eh bien, quand vous allez rentrer chez vous, à défaut de vous mêler de leurs petites discussions et de venir embêter toutes ces personnes tordues, vous allez préférer vous poser devant Koh-Lanta, Secret Story et je ne sais quel autre programme de divertissement. À un moment donné, il faut aussi revoir nos priorités. Merci beaucoup en tout cas. Le message est passé, Ismaël Boudjé-Kada dans Interview sur RTV. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.